Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Attali. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être là avec nous. Vous sortez donc, vous publiez depuis maintenant plusieurs semaines l'histoire de l'alimentation. C'est chez Fayard. Vous retracez donc des siècles, encore une fois, sur l'histoire de l'alimentation. Et on comprend le rôle structurant de la nourriture, du repas dans l'organisation, dans la structuration, dans la socialisation de nos sociétés à travers l'histoire. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. J'ai voulu essayer de comprendre le rôle que jouait l'alimentation, non seulement économiquement, puisque c'est évidemment majeur dans notre histoire depuis l'Antiquité, mais c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est le lieu de la conversation, et qui dit conversation dit coordination, pouvoir, et donc forcément organisation sociale. Ouais. Bon, vous ne voulez pas écrire en mangeant. Non, parce qu'il faut dire que, au-delà de la blague, vous êtes un boulimique de travail, et on comprend bien que dans le livre, dans les conseils, vous dites qu'il faut reprendre la maîtrise du temps, et vous avouez vous-même ne pas vous l'appliquer, vous mangez trop vite. Non, je dis qu'il m'arrive de manger trop vite, mais pas que je le fais de façon systématique, mais qu'on a toujours, dans la société d'aujourd'hui, le plus grand mal à garder la maîtrise de son temps, et c'est une des grandes batailles qu'il faut mener chacun d'entre nous. Dans les autres batailles à mener, on se dit que la malbouffe, évidemment, vous en parlez, et on se dit que le succès de l'appli Yuka, quand on voit ça, quand on voit le développement des circuits courts, est-ce qu'on se dit qu'il y a cette prise de conscience sur le fait justement qu'il faut arrêter de se nourrir n'importe comment, ou ça reste un truc qui est encore marginal, qui est un truc de bobo, diront certains? Bon, d'abord, je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la planète ou est-ce qu'on parle de Paris ou est-ce qu'on parle de la France? C'est déjà de la France. Voilà. Donc si on parle de la France, qui quand même ne représente que tout petit pourcentage de la population de la planète et qui donc ne doit pas être le centre de notre réflexion unique. Mais enfin, si on parle de la France, en effet, il y a une prise de conscience. D'autant plus que la France est un pays qui résiste beaucoup mieux que les autres au raccourcissement de la durée des repas, même si c'est aussi le pays où la malbouffe est particulièrement développée, à la fois par notre industrie agroalimentaire qui n'est pas indemne de toute critique, et par les restaurants fast-food qui, eux, ne sont pas non plus indemnes de toute critique. Mais enfin, la France reste avec son repas. Ça reste une exception. Une exception tant dans la durée que dans la qualité, liée à ce que nous avons une agriculture exceptionnelle. Donc on passe on passe moins de temps à table et plus que les autres. Plus que les autres, plus que certains autres, en particulier que tout le monde occidental et que tout le monde industriel du monde entier, de la planète entière, qui est en train de s'effondrer, puisqu'on ne prend plus de petit déjeuner, on déjeune très rapidement, non plus même pas dans des cantines, mais au bureau, là où il y a des bureaux, et le dîner est de plus en plus un moment très rapide où chacun mange ce qu'il veut, en tout cas dans les sociétés d'une classe moyenne supérieure des pays développés. Et en ça, c'est une catastrophe? Oui, c'est une catastrophe parce que... Pas pour la productivité, diront certains. Oui, mais la productivité n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour des fins. Si la fin est le suicide, la productivité des suicides, ça consiste à se tirer une balle dans la tête, ce qu'on fait d'ailleurs d'une façon plus ou moins explicite avec la nourriture. Donc la productivité est l'ennemi si elle devient une finalité. Or, justement, vous avez raison de souligner cela, c'est à cause du fait que la productivité est devenue un but en soi que depuis le 19e siècle, on a réduit les repas, puisqu'on a constaté que le repas est un moment extrêmement négatif en termes de productivité, puisque pendant le temps du repas, on ne produit pas et on ne consomme pas, en dehors de ce qu'on mange. Donc c'est vraiment un endroit désastreux pour la productivité. Et dangereux, vous le dites, dangereux pour le capitalisme? Dangereux pour la société organisée, ou capitalisme d'État. Pour les sociétés de type soviétique ou communiste, c'est pareil, puisque c'est un endroit où on parle. Et quand on parle, c'est dangereux, forcément, parce qu'on échange des arguments, des critiques. Donc, mais d'un point de vue économique, le repas, c'est l'ennemi du profit capitaliste, c'est ce que vous dites aussi. Oui, ça a été conçu comme ça à la fin du 19e siècle, puisqu'on a tout fait pour que le repas prenne le moins de temps possible, qu'il soit le plus fade possible, pour dégager explicitement du temps, à la fois pour travailler plus, et aussi pour consommer autre chose que les produits agroalimentaires qui prenaient une part gigantesque du pouvoir d'achat. Donc on a industrialisé pour faire en sorte que le pouvoir d'achat soit dégagé pour autre chose. Ouais. Avec cette conception anglo-saxonne, encore une fois, du repas, de la nourriture, du repas bâclé, qui nous guette. C'est un combat permanent. Du repas bâclé qui ne doit pas être une source de plaisir. Ça a été toute la stratégie de la fin du 19e siècle américain et qui est de plus en plus là. Le repas, même le repas lui-même disparaît, on le voit, puisqu'il est remplacé par le grignotage tout au long de la journée. Et le repas comme lieu de convivialité, d'échange, de conversation disparaît, en tout cas aux États-Unis. Donc ça pose un problème à la fois de socialisation et puis même de
de santé publique. De santé personnelle, de santé publique, le développement de l'obésité, le fait qu'il y a une sorte de dynamique cumulative entre la famille qui se défait et le repas qui se défait. Moins il y a de famille, moins il y a de repas, moins il y a de repas, moins il y a de famille. Ouais, parce que le repas, c'est pas seulement le repas. C'est ça en fait, et c'est aussi, vous le disiez, ce moment de conversation. Voilà. C'est vrai depuis l'Antiquité la plus ancienne, puisque c'est le repas qui a constitué progressivement l'acturation des empires. Je cite souvent le fait que dans les hiéroglyphes égyptiens, le même hiéroglyphe désigne faire l'amour, parler et manger. Ça dit beaucoup de choses. On peut faire les trois en même temps aussi. Hein. En tout cas, on peut faire 2 des 3 en même temps. Vous parliez de l'obésité justement aux États-Unis. Est-ce qu'on peut se dire que mal se nourrir, ça peut déliter, affaiblir, affaisser un empire, et je pense à l'empire américain, parce qu'on ne le dit pas assez, l'espérance de vie aux États-Unis, elle baisse. Commence à baisser. Notamment pour plein de raisons d'ailleurs, mais notamment pour celle-là. Oui, elle commence à baisser chez les hommes blancs. C'est d'ailleurs le prix Nobel Angus Deaton qui l'a établi en regardant attentivement certaines statistiques. Oui, pour beaucoup de raisons. Le stress au travail, la drogue et l'alimentation. Mais l'obésité n'est pas simplement réservée aux États-Unis. Elle est très générale dans les pays développés, sauf les pays d'Europe du Nord, et très générale aussi dans certains pays en développement où on voit qu'il y a une obésité liée à la malbouffe, qui est à l'absence d'exercice physique, qui est considérable. Mais c'est vrai qu'il y a des empires qui ont disparu par le fait qu'on y mangeait très mal et que la... Et ça pend au nez, les Américains? Clairement, si l'Amérique continue sur cette voie, son obésité va être un des facteurs de la disparition. Une société dynamique, c'est une société mobile, une société nomade, en tout cas aussi nomade qu'elle est sédentaire. Une société qui est obèse, métaphoriquement et physiquement, n'est plus une société mobile. Et donc, c'est un très grave danger pour la société américaine. Si on ne change pas notre façon de manger, encore une fois, je parle à l'échelle de la planète, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, en quoi notre modèle actuel d'alimentation ne peut pas durer? Nous allons être certainement 9 à 10 milliards sur la planète. On ne peut pas en imaginer... 2050. Voilà, en 2050, on ne peut pas imaginer que tout le monde mange comme nous mangeons, ni en Europe, ni aux États-Unis. Si c'était le cas, il n'y aurait plus d'eau douce, en tout cas avec les technologies imaginables. Tout le monde rêve de technologies qui permettent de changer ça. Et en effet, il y aura des technologies qui vont entraîner l'apparition de viandes artificielles, la généralisation de la possibilité d'utiliser des insectes, etc. Mais tout ça... C'est ça l'avenir, Jacques Attali, c'est ça notre avenir? Manger des insectes, manger des choses artificielles, c'est ça l'avenir? C'est l'avenir qu'on peut craindre et qu'on peut ne pas souhaiter et qui est évitable. Il y a déjà 2 milliards de personnes sur la planète qui mangent des insectes, ce qui est d'ailleurs un désastre, puisque les insectes sont absolument nécessaires à la survie. Attends, 2 milliards, je tombe des nues là, 2 milliards de personnes qui se nourrissent quotidiennement d'insectes? Oui, c'est d'abord culturellement très important dans des pays comme la Thaïlande, le Mexique ou une partie de l'Afrique, j'en donne tout le détail dans le livre, et c'est aussi quelque chose auquel veulent échapper les plus pauvres. Manger des insectes, c'est un signe de pauvreté. Donc on peut penser que cette consommation va diminuer. Mais on peut aussi avoir une façon de nourrir 10 milliards de personnes d'une façon très saine. D'abord, tout simplement en mangeant moins. On peut manger beaucoup moins, en particulier moins de sucre et moins de poison. Le sucre est un poison, on ne le répétera jamais assez. Le sucre artificiel est un poison. Il faut le répéter, répéter, répéter. Mais les lobbies de l'agroalimentaire sont suffisamment puissants il faut combattre ces on parle un peu dans tous les sens. Mais Non, c'est pas dans tous les sens, c'est clé. Hein. Il faut absolument, d'une part, changer nos propres habitudes. On peut manger moins de sucre, moins de viande, manger moins tout court, manger plus lentement. Mais on est drogué au sucre, il est partout. Voilà, il est partout et c'est une drogue dont il faut se débarrasser, comme le tabac, comme d'autres drogues. Il faut s'en débarrasser. Pas facile, je le sais moi-même puisque j'aime beaucoup tout ce qui est sucré, mais je combats cette addiction qui est en effet un poison mortel. On peut changer nos habitudes, mais il faut aller plus loin. Il faut que l'industrie agroalimentaire soit beaucoup plus contrôlée, qu'on interdise le sucre dans les cantines, dans tout ce qu'on voit, dans ce qui défile sur vos écrans. Et il faut qu'on interdise le sucre donné aux enfants, en particulier aux enfants en bas âge, en particulier dans ce qu'on donne comme substitut qu'on pourrait éviter pour l'allaitement des enfants. Et il faut aussi redonner aux paysans les moyens d'avoir le contrôle de leurs terres, consommer beaucoup plus des choses proches de chez soi. On peut manger très largement, je ne dis pas tout, des choses qui sont cultivées à moins de 150 km de chez soi. Bien sûr pas tout, ni le café, ni les bananes évidemment, mais la plupart des choses dont on peut avoir besoin se trouvent consommer moins en tout cas, manger moins de viande. Toute l'histoire, j'ai essayé de faire aussi la synthèse de tous les régimes alimentaires proposés en Inde, en Chine, en Afrique, un peu partout. Ils sont tous extrêmement différents, mais ils ont en commun que moins on mange, mieux on se porte. Ah oui, donc c'est ça la finalité. Mais derrière, encore une fois, donc,
Si on vous suit, si on suit tout ça, il y a une issue positive à l'idée de pouvoir se dire on pourra nourrir 10 milliards c'est ce que d'habitants en j'appelle, 2050. ce que j'appelle et que je détaille dans le livre, la gastronomie positive, qui s'inscrit dans le contexte de l'économie positive dans laquelle je travaille avec la Fondation Positive Planète, c'est-à-dire penser que quand on mange, on prépare l'avenir des générations futures. Et donc manger des choses qui sont utiles aux générations futures. Par exemple, il faut redonner vie aux légumes oubliés un peu partout à travers le monde. On mange aujourd'hui partout dans le monde moins de variétés différentes de légumes qu'il y a des siècles. On était sur des centaines ou des milliers. Voilà, il y avait des milliers Alors avant. on est sur des dizaines. Des dizaines, exactement. Or, ces légumes avaient du sens, avaient une importance. Lesquels, par exemple? En Afrique, il y a le fonio, le moringa, on peut en citer des dizaines qui sont comme ça, et qui sont des grands légumes qu'on a complètement oubliés. Et on préfère en Afrique envoyer nos déchets plutôt que de laisser développer leur propre culture. Il faut retrouver tout ça, c'est possible. Il faut accepter de consacrer un tout petit peu plus de notre pouvoir d'achat à la consommation alimentaire. Et dire ça à ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts à la fin. Oui, mais enfin, il faut regarder nos budgets. Bien sûr, ceux qui n'ont pas les moyens doivent être respectés, aidés, et c'est la fonction de ma fondation, en particulier avec beaucoup d'autres, de les aider. Mais il faut regarder, pour les gens qui ont plus que les moyens de survivre, et pas les gens qui sont dans la misère, bien sûr, que peut-être qu'on pourrait acheter moins de téléviseurs, moins d'ordinateurs, et le changer moins souvent, et manger mieux. Ouais. D'autant que dans le système actuel, un tiers, vraiment incroyable, un tiers de la production agricole annuelle dans le monde n'est finalement pas consommée. Et là, c'est terrifiant. Oui, elle n'est pas consommée. Et pour l'essentiel, elle est jetée entre la production et la distribution. Elle n'est même pas jetée chez soi parce qu'on ne la consomme pas. Elle est jetée parce qu'elle est mal stockée, mal contrôlée. Donc il y a vraiment de quoi nourrir tout le monde si on gère ça beaucoup mieux. Sachant qu'encore une fois, les industriels, l'agroalimentaire, encore une fois, c'est quand même grâce à eux qu'on a sorti de la famine. Aussi, on les incrimine parce qu'il y a le pouvoir des lobbies. Ils ont sorti, encore une fois, de la malbouffe, enfin de la famine plutôt, de la famine, des millions d'hommes et de femmes et d'enfants. Oui, il y aurait eu certainement d'immenses famines en Inde si on n'avait pas utilisé des engrais qu'on sait aujourd'hui être des poisons. Voilà. Et donc on a arrêté d'utiliser. Donc là, ce qu'on a appelé la révolution verte a sauvé de la famine des gens qui aujourd'hui sont en train de mourir parce qu'on utilise ça. Donc c'était une phase qui s'est révélée un désastre et qui aujourd'hui peut être transformée. On peut absolument, en prenant le temps de se désintoxiquer, ne plus utiliser ni de glyphosate, ni toute une série de choses qui peuvent vraiment être assez rapidement éliminées un peu partout à travers le monde si on le... Et comment on tord le bras aux grandes multinationales de l'agroalimentaire? C'est la réglementation, c'est au consommateur de changer son... Voilà, il y a tout à la fois, il y a chacun d'entre nous. Vous avez cité Yuka, qui est une excellente application. Je pourrais vous citer d'autres qui sont en train de s'installer, qui créent les conditions de la transparence. Je pense en particulier à quelque chose qui s'appelle Connecting Food, qui va permettre de mieux connaître... Quelle différence par rapport à Yuka, pour le coup? Yuka permet de savoir ce que sont les produits. Connecting Food permet de tracer l'origine. Par exemple, savoir si les œufs qu'on vous dit frais sont vraiment frais, etc. Mais ça suppose un partenariat avec les entreprises. Mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont en train de se développer dans le secteur et cette transparence est nécessaire. Et si on se comporte en consommateur adulte, on peut faire attention à ce qu'on mange. Et encore une fois, si on mange moins, on peut consacrer un tout petit peu plus de ses ressources à manger. On peut se dire qu'on peut industrialiser le bio, Jacques Attali. Il n'y a pas une contradiction? On peut industrialiser le bio? D'abord, le bio, il y a beaucoup de gens, comme toujours, il y a beaucoup de gens qui utilisent le nom à tort et à travers. Donc il y a du faux bio, c'est ça? Voilà. Mais on pourrait tous manger d'une façon saine, c'est certain. Mais en acceptant d'augmenter le budget qu'on consacre à l'alimentation au détriment de loisirs. Au détriment de loisirs ou de renouvellement excessif. De l'obsolescence programmée de beaucoup de nos engins qu'on a dans les poches. Exactement, qu'on a dans les poches ou sur soi. Dont on est drogué. J'avais Bruno Patino la semaine dernière pour son livre sur le marché de l'attention, qui est hyper intéressant. Voilà, c'est une drogue aussi, ça. C'est une drogue et dont on peut se débarrasser tout aussi bien que celle du sucre. Bon, il nous reste quelques instants. Le frigo connecté, on se dit que, puisqu'on parle de l'avenir, c'est peut-être aussi une solution pour nous aider à mieux consommer, à mieux se nourrir. C'est une des applications vraisemblables de l'intelligence artificielle où le frigo connecté prédira ce que vous allez manger et vous dira ça vaut mieux pas. Voilà, ça aura lieu. Faudra-t-il l'écouter après son frigo? C'est là où on sera ou responsable ou irresponsable, mais en même temps, si le frigo qui vous dit ça donne l'information à votre compagnie d'assurance et qui vous dira « je ne vous assure plus si vous ne suivez pas les conseils qu'on vous donne », on en arrivera là? Je pense qu'on n'en est pas loin.
On le voit bien déjà avec Mais l'automobile. c'est pas si mal la coercition, entre guillemets, enfin, plutôt que. Je préfère le libre arbitre, évidemment, mais quand on n'y arrive pas, mieux vaut avoir. Voilà, on a déjà ça avec l'automobile, on a ça avec le tabac. À certains moments, il faut savoir, au nom des générations futures, dire non. Bon, on finit là-dessus. Dans le judaïsme, on dit que l'on est ce que l'on mange. Vous en pensez quoi? C'est pas seulement vrai dans le judaïsme, ça c'est Marx l'a dit, Feuerbach l'a dit, beaucoup de gens l'ont dit, les Chinois l'ont dit, on est ce que l'on mange. Parce qu'on mange non seulement de la nourriture, mais on mange des paroles, on mange des idées, on mange des sensations, on mange tout ce qu'on fait justement pendant le repas qui n'est pas que de la nourriture. Bon, vous mangerez pas trop vite ce midi, hein? Je vais faire en sorte de suivre mes propres conseils. Oui, c'est mieux, hein. Merci d'avoir été avec nous. Jacques Attali, donc, pour Histoire de l'alimentation, c'est chez Fayard et qui a été l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci monsieur, merci.